Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau de TV5 Monde pour 50 minutes d'entretien avec RFI, le journal Le Monde, autour d'une question qui agite les débats et les médias depuis quelques semaines, le commerce des armes, son contrôle, les questions économiques, stratégiques et de sécurité qu'il soulève. Question qui a rebondi dans l'actualité avec l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. L'Arabie saoudite, engagée dans la guerre au Yémen, est un des pays qui achète massivement des armes et du matériel militaire. Que sait-on des conditions dans lesquelles s'effectue ce type de commerce? Quelles en sont les règles? Sont-elles respectées? Luc Mampé, directeur du GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, est notre invité. Il va nous aider à y voir un peu plus clair dans ce monde très opaque des ventes d'armes. Pour commencer cette émission, un document de 1934, un film, son titre, Les trafiquants de la mort, est un réquisitoire pacifiste. Nous sommes dans l'entre-deux-guerres. Il dénonce ceux qu'il appelle les marchands de canons. Il veut démontrer comment la fabrication et la vente d'armes a toujours précédé les guerres. C'est notre rubrique instantanée. Les techniciens travaillaient jour et nuit à de nouvelles inventions destinées à rendre la mort plus rapide et à dévaster plus de pays en moins de temps. Le progrès, progrès en destruction et progrès en bénéfice. De 1914 à 1918, le consommateur recevait ses marchandises régulièrement. Aucun retard dans la livraison, rendu à quai Verdun. Payable à la livraison, Poisson, l'Argonne, la Somme. Les marchands de canons garantissaient la marchandise, mais la faisaient payer 500 000 francs pour tuer un homme. Bonjour Luc Mampé. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous dirigez un groupe d'études et de réflexion, je viens de le dire, sur la paix et la sécurité, le GRIP. Alors, vous n'êtes pas une organisation pacifiste ni anti-militariste. Vous avez vous-même été militaire et avez travaillé dans l'aéronautique. Vous avez été auditionné en juillet dernier par la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française. Ce point de vue que l'on vient d'entendre, le commerce des armes serait à l'origine des guerres. Vous le partagez? Oui, tout à fait. Je pense qu'on a un peu tendance à l'oublier. On a pu voir dans l'entre-deux-guerres le surarmement de l'Allemagne, petit à petit. Ça fait des années qu'on vend des armes à l'Arabie saoudite en oubliant que peut-être elle s'en servira un jour. Elle s'en est pas servie pendant 20-25 ans. On voit aujourd'hui au Yémen, elles servent bel et bien, ces armes, et les armes qui viennent de nos industries occidentales. Donc il faut les réglementer, il faut réglementer ce commerce. Absolument. Alors on va aborder toutes ces questions dans quelques instants avec mes confrères de RFI et du journal Le Monde. Mais avant, ce focus réalisé par May Vallot et Séverine André. C'était le 13 août dernier à Saada, au Yémen. Ces cercueils alignés sont ceux d'enfants. 40 écoliers tués dans un raid. Le bus dans lequel ils se trouvaient a été littéralement pulvérisé par la coalition emmenée par l'Arabie saoudite. Un drame de plus dans une guerre oubliée et pourtant d'une extrême violence. Les Nations Unies enquêtent sur des crimes de guerre. Une guerre qui pose la question du commerce des armes avec l'Arabie saoudite, le deuxième plus gros importateur mondial après l'Inde. Un client prisé des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France ou encore de l'Allemagne, pour n'en citer que quelques-uns. Des ventes pourtant encadrées légalement. L'Union européenne a adopté un code de bonne conduite en 2008 pour un commerce plus responsable. Et en 2014, près d'une centaine de pays a ratifié un traité international des Nations Unies pour plus de transparence. Mais alors que les ventes d'armes n'ont jamais été aussi florissantes depuis la fin de la guerre froide, les contrats d'armement demeurent opaques et les États exportateurs peu enclins à donner tous les détails. En France, des voix s'élèvent jusqu'au Parlement pour tenter d'y voir plus clair. En plein mois de juillet, la Commission des Affaires étrangères vous a fait venir, vous, Luc Mampé, directeur du GRIP, groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, basé à Bruxelles. Je peux vous dire qu'avec tout ce qui a été vendu en Arabie saoudite sur les quelques dernières années, chaque Saoudien n'a pas assez de 4 bras pour porter tous les fusils d'assaut que nous avons vendus là-bas. Vous dénoncez le cynisme des pays exportateurs et plaidez pour un plus grand contrôle et une réelle transparence au niveau européen du commerce des armes. Mais la souveraineté nationale, l'indépendance stratégique, diplomatique et économique l'emportent toujours dans de nombreux pays. Malgré les bombardements et la crise humanitaire majeure au Yémen, il aura fallu l'assassinat macabre de Jamal Khashoggi pour qu'aujourd'hui certains pays comme l'Allemagne reconsidèrent leur vente d'armes à l'Arabie saoudite.
Luc Mampé, ces derniers jours, il y a eu ces images terribles sur ces enfants qui meurent de faim au Yémen. C'est des images qui ont été publiées par nos confrères du New York Times. Il y a eu l'assassinat, et on a parlé donc du journaliste saoudien à Istanbul, Jamal Khashoggi. Est-ce que ces événements suffisent à expliquer qu'aujourd'hui, la question du commerce des armes soit sur la place publique et débattue dans les médias et que certains dirigeants politiques de premier plan s'en saisissent? Mais les pressions d'ONG, de centres de recherche pour qu'on mette fin aux exportations de l'Arabie Saoudite ne datent pas d'hier. Je pourrais retrouver d'ailleurs des interviews datant d'il y a 25 ans au GRIP où nous disions déjà la même chose, puisque la Belgique est un pays en plus qui est particulièrement dépendant de l'Arabie Saoudite pour ses exportations d'armement. Je pense qu'ici, il y a eu l'affaire Khashoggi qui a révélé tout à coup la nature réellement criminelle de ce régime. C'était en quelque sorte le détonateur qui a permis de relancer un débat, mais qui était déjà présent. Et pourquoi il est présent aujourd'hui et il n'était pas autant il y a quelques années? Pour nous, il l'était. Oui, mais parce que vous êtes des spécialistes. Oui, parce que le surarmement, il y a bien longtemps qu'en Arabie Saoudite, on a dépassé le niveau des armements qui était légitimement nécessaire pour assurer leur sécurité. Il y a un surarmement qui est extrêmement préoccupant, je le rappelais à l'Assemblée nationale là-bas. L'Arabie Saoudite, c'est d'abord le champion de toute catégorie des dépenses militaires, c'est plus de 10% de son produit intérieur brut, c'est plus de $2000 par habitant par an en dépenses militaires. Quelques chiffres aussi, au cours des 5 dernières années, la Belgique a exporté, rien que la Belgique, pour plus de 800 millions uniquement d'armes légères de petit calibre vers ce pays. C'est un amoncellement tout à fait hallucinant. C'est pour ça que je disais que chaque Saoudien n'a pas assez de 4 bras pour les porter. Et s'il y a des chiffres qui peut-être parleront davantage aux Français, lorsqu'on voit les exportations de ces 2 dernières années vers l'Arabie Saoudite, les exportations européennes, mais c'est plus de 38 milliards de dollars, c'est-à-dire c'est autant que le budget de défense de toute la France. C'est 2 fois les crédits d'équipement d'un pays comme la France. Pour un pays qui fait à peine 30 millions d'habitants, qui a un PIB qui est 3 fois inférieur à celui de la France. Donc c'est là qu'il faut insister sur le fait qu'il y a évidemment les droits humains qui sont fondamentaux, on aura l'occasion d'y revenir. Le respect du droit international et la crise du Yémen, évidemment, est quelque chose de fondamental. Mais à côté de ça, c'est un pays, l'Arabie Saoudite, qui pose, si on décidait de balayer du revers de la main les aspects humains, éthiques, humanitaires, c'est un pays qui nous pose un réel problème sécuritaire, à nous, Européens, tous les jours. Alors Sophie Malibaud de RFI et Alain Salle du journal Le Monde nous ont rejoints. Sophie. Oui, alors une première question sur ce qui est en train de se jouer aujourd'hui du côté de cette ville portuaire stratégique d'Hodeïda au Yémen. Donc l'offensive a commencé. On a assisté la semaine passée donc à l'amoncellement des forces de la coalition menée par l'Arabie Saoudite. Pour avoir quand même beaucoup équipé cette armée et celle des Émirats Arabes Unis, également à l'aide des Charles Leclerc, etc., est-ce qu'on est complice potentiel d'une catastrophe humanitaire qui se profile? Mais pour moi, la réponse est oui, et sans aucune hésitation. Non seulement on est effectivement complice de ce drame humanitaire, mais on se rend complice de crimes de guerre dans ce pays. Il faut être très clair à ce sujet. Nous avons des règles de droit international, nous avons des règles européennes, nous avons des législations nationales qui sont, on pourra y revenir aussi, très claires sur la nature, sur les critères à respecter pour exporter au nom des armements. Et en ce qui concerne l'Arabie Saoudite, je pense qu'on peut dire sans hésiter que tous les feux sont au rouge, et cela depuis bien longtemps. Oui, mais alors, les autorités ne cessent de protester du fait qu'elles sont dans la légalité depuis quelques temps. Selon vous, non? Non, elles ne le sont pas. Elles ne le sont pas du tout. On peut se demander effectivement si le droit humanitaire sert encore à quelque chose. Je pense qu'on est dans une situation où nous avons des chefs d'État et de gouvernement qui tout simplement transgressent la règle. Et cela me semble particulièrement grave. Ce n'est pas d'ailleurs seulement vrai pour le commerce des armes. Lorsqu'on voit les situations au regard de l'accueil des migrants notamment, il y a aussi de sérieuses questions à se poser. Mais en ne respectant ni la lettre ni l'esprit des lois et des traités que nous avons ratifiés, on va revenir sur cette question des traités. Oui, je voulais dire quand même, on galvaute ici, on trahit vraiment les valeurs humanistes qui finalement ont fondé la France et ont fondé l'Union européenne depuis toujours. Mais ce qui est intéressant et étonnant en même temps, c'est que sur la question du commerce d'armes, quand Angela Merkel en parle, c'est par rapport à l'affaire Khashoggi, c'est pas par rapport au Yémen.
encore une fois, le Khashoggi était le révélateur. Et je pense, on peut dire quelque part, merci M. Erdogan, parce que c'est un journaliste dont, objectivement, parce qu'il a été assassiné à Istanbul, ce journaliste. Il a été assassiné à Istanbul. Le régime de l'ambassade turc, effectivement, a fait le choix d'en donner une très grande publicité, et heureusement. Mais je pense que c'est vraiment quelque Pour vous, part... c'est complètement lié. Parce qu'il y a une autre position, celle du président Macron, qui, lui, fait une distinction entre le Yémen, la guerre au Yémen, et il dit que l'affaire Khashoggi n'a rien à voir avec l'histoire du commerce des armes. Là, je trouve que c'est totalement démagogique. On a entendu effectivement la déclaration du président Macron. Il y a quelques jours déjà, depuis le salon Euronaval d'ailleurs, des propos. Là, il avait refusé de s'exprimer sur cette question. Il a refusé de s'exprimer. Et ensuite, il a... On peut l'entendre d'ailleurs. Juste, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour éviter cette complicité? Par exemple, les chars Leclerc qui ont été fournis aux Émirats Arabes Unis, ils sont arrivés en 2000, ils ont été livrés en 2000. Donc la position commune européenne, c'était pas encore en œuvre. L'accord qui a été devant l'ONU, ça date de 2014. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que les armes françaises soient dans ce conflit aujourd'hui? Il y a des moyens. La défense française, Florence Parly, fait bien le distinguo entre les ventes d'armes depuis le déclenchement de la guerre au Yémen et puis celles qui ont été vendues avant. Quoi. Et elle fait aussi un distinguo entre les armes défensives qui seraient aujourd'hui vendues au Yémen par rapport aux armes plus offensives. Comment vous interprétez ces deux distinguos? Encore une fois, c'est quand même... il y a une part de cynisme là-dedans, excusez-moi, mais d'abord, les armes depuis le début du conflit, on peut regarder les chiffres, c'est surtout depuis le conflit au Yémen que les ventes d'armes françaises ont explosé vers l'Arabie saoudite. Donc le gros des armes exportées date d'après le début, 2015, début du conflit. Exactement, mais regardez les chiffres 2015-2016 de l'ONU du COARM au niveau européen, ce sont les années où effectivement les exportations ont été les plus importantes. Dire qu'il n'y avait pas de règle avant, c'est inexact aussi. Effectivement, depuis 2008, il y a la position commune qui, là, est un document qui est juridiquement contraignant. C'est donc un document de l'Union européenne. De l'Union européenne. Un code de bonne conduite avec qui rappelle... C'est plus qu'un code de bonne conduite, c'est cela qui fait la différence, puisque avant, et depuis 1998, nous avions un code de conduite de l'Union européenne pour les exportations d'armes, qui lui était seulement politiquement contraignant, qui n'avait pas force de loi. Depuis 2008, ce code a été transformé dans une position commune qui est juridiquement contraignante. Mais depuis 1998 et même depuis déjà les sommets de 91-92, les critères en matière d'exportation d'armes étaient les mêmes. Ce sont ceux qu'on retrouve aujourd'hui dans la position commune. Et qui est donc le respect du droit humanitaire international, qui est le respect des droits de l'homme, qui... quand il y a des questions de sécurité dans la région, on ne peut pas, a priori, vendre des armes. Ce sont tous ces critères-là. Ce sont ces critères-là. Il faut en dire un mot, parce que c'est vrai que jusqu'à... les questions du commerce d'armes est finalement une matière assez récente. Jusqu'il y a peu, c'était pratiquement pas encadré. On exportait en fonction de critères de sécurité nationale et en fonction des intérêts économiques nationaux aussi. Il y a eu, avec le code de bonne conduite et ensuite avec la position commune, vraiment un changement normatif important, c'est-à-dire qu'on a introduit cette notion de commerce des armes responsables. C'est très récent, 2014 pour les Nations Unies, comme c'est très récent. Qu'est-ce que ça signifie, des armes responsables? Parce que des armes, c'est fait pour tuer. Oui, mais ça signifie tout de même que dans cette position commune, on a établi un série de critères, 8, qui mettent vraiment l'accent, la prépondérance sur l'examen des droits humains dans les pays destination, sur le respect du droit humanitaire, et qui finalement, ce qui devient essentiel dans la décision d'octroyer ou pas une licence d'exportation, c'est la situation dans le pays de destination, ce qui est totalement différent. Et ce sont les éléments fondamentaux. Je voudrais simplement citer cet article-là, l'article 10 de la position commune, qui dit que bien que les États membres puissent également, le cas échéant, prendre en compte les incidences des exportations envisagées sur leurs intérêts économiques, sociaux, commerciaux et industriels, ces facteurs n'affectent pas l'application des critères susmentionnés. Donc, c'est vraiment... Donc, ces traités ne sont pas respectés.
Ils ne sont pas respectés, en tout cas dans le cas de l'Arabie Saoudite. Alors, s'ils ne sont pas respectés, c'est-à-dire qu'ils sont contraignants juridiquement, mais il n'y a pas de sanction. Alors, ça, c'est évidemment la grosse faiblesse de la position commune, c'est que c'est une matière qui relève de la PESC, que donc la Cour européenne de justice n'est pas compétente, et que cette position commune n'a prévu aucun mécanisme de sanction pour les États qui, délibérément, ne se soumettraient pas aux critères de cette position commune. Alors, à quoi servent ces traités ? Alors, ça, c'est la question, évidemment, qu'on nous fait souvent. À se donner bonne conscience ? Pardon ? À se donner bonne conscience ? Non, je pense que c'est quand même plus que ça. Vous savez, tous les jours, les automobilistes ne respectent pas le code de la route. C'est pas pour ça qu'on décide on arrive à la conclusion qu'il faudrait le supprimer. Donc il y a des sanctions sur le code de la route. Il y a des sanctions qui peuvent même... Mais ce droit international militaire ne s'est pas fait en un jour. Et je pense que là, c'est le travail des ONG qui interviennent aussi chaque année au niveau du groupe COARM, ont aussi leur mot à dire pour essayer de renforcer ces critères, essayer de mettre des procédures, mais c'est un constat, c'est qu'aujourd'hui, les États ne respectent pas les règles qu'ils se sont eux-mêmes choisis. Alors à quoi servent ces traités ? Je vous repose la question, parce qu'on pourrait dire effectivement qu'il y a une forme d'hypocrisie de vouloir réguler ce commerce des armes sans avoir aucune sanction à la clé s'il n'est pas respecté. Je pense qu'on est tout simplement seulement au balbutiement de ce droit international en matière de commerce des armes. Jusqu'il y a peu, il n'y avait rien. Le commerce des armes, c'était la boîte noire. On ne savait pas qui exportait quoi et à qui, ni quel type d'armes, ni quels étaient les pays de destination. Ces traités ont au moins le mérite qu'aujourd'hui, ce type de débat est possible. Le traité international sur le commerce des armes, qui, comme vous l'avez dit, est très récent, en vigueur en décembre 2014. Nations Unies. Alors, qui n'a pas été signé par les États-Unis, pas ratifié, ni par la Chine, signé par la Chine, ni par la Russie. Donc évidemment, aujourd'hui, il y a 130 pays qui l'ont signé, il y en a 99 qui l'ont ratifié. Donc c'est clair qu'il y a encore du chemin à faire. C'est clair qu'aujourd'hui, ce sont des traités qui ont surtout une valeur symbolique, qui rappelle en tout cas qu'effectivement, ce marché doit aussi supplier à des règles. Mais c'est quand même... Bon, on voit toujours la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. Moi, je rappelle qu'il y a peu de temps, il y avait effectivement rien du tout. Il y a des traités internationaux qui régulent le commerce des bananes et il n'y a absolument rien qui régulait le commerce des armes. Aujourd'hui, on a ce traité. Il faudra encore du chemin avant qu'effectivement il soit efficace. Oui. Les exportations françaises en 2017, c'était l'équivalent de 7 milliards d'euros d'armes. Les États-Unis, lorsque Donald Trump, il y a très exactement un an, est allé en Arabie Saoudite, c'est pour 110 milliards de contrats de signés. Donc, il y a cette concurrence entre... Comment est-ce que vous lisez l'ampleur de ces contrats ? Qu'est-ce que ça signifie ? Quelle perspective de conflit à venir dans cette région du monde ? Mais là, encore une fois, c'est bien de le rappeler, parce qu'effectivement, les exportations européennes et françaises sont déjà énormes au regard de ce qu'un pays comme l'Arabie Saoudite pourrait légitimement souhaiter détenir. Et ça représente effectivement des peanuts à côté des exportations américaines. Alors, on en revient à cette question du surarmement. D'abord, c'est un pays très particulier, l'Arabie Saoudite, où finalement on ne sait pas qui passe les commandes, qui achète quoi. Il n'y a pas de consensus au niveau d'un gouvernement. Ça peut être la lubie d'un prince ou d'un membre de la famille royale. Alors cette séquence où on voit Trump effectivement... Alors je voudrais qu'on l'écoute et qu'on la regarde. Hein. C'est le président américain qui présente absolument sans complexe tout l'armement qui a été vendu à l'Arabie Saoudite. On va voir ce document dans quelques secondes. Alors, est-ce qu'on va pouvoir voir ce petit... C'est donc... voilà. Je suis allé en Arabie Saoudite en mai dernier et nous sommes revenus avec des centaines de milliards de dollars aux États-Unis. Nous comprenons cela et ils comprennent cela. Voici certaines choses qui ont été validées et sont actuellement en train d'être construites et seront livrées à l'Arabie Saoudite très bientôt pour leur protection. Regardez, en termes de dollars, 6 milliards de dollars, il s'agit d'une frégate, 899 millions et 63 millions pour diverses armes lourdes, des avions C-130, l'Hercule, un avion formidable, 3,8 milliards de dollars. Et tout ceci débouche sur beaucoup d'emplois. On parle de plus de 40 000 emplois aux États-Unis. Nous fabriquons les meilleurs équipements militaires au monde.
Alors la question de Sophie Malibaud d'RFI, qui était sur les dangers que cela pouvait représenter, ce volume d'armement pour la sécurité internationale. On a fait mine de croire pendant des années que les armes qu'on vendait à l'Arabie Saoudite, de toute façon, on ne les utiliserait jamais. On voit avec le Yémen que c'est loin d'être la guerre. Aujourd'hui, ces armes, elles servent et on en voit les conséquences humanitaires chaque jour. Et c'est là qu'il faut rappeler que ce n'est pas seulement une question de respect des droits humains, droits humanitaires, même si évidemment la situation au Yémen est catastrophique. C'est une question de sécurité pour la région, c'est une question de sécurité pour notre sécurité aussi. L'Arabie Saoudite, c'est un pays qui promeut tout de même une idéologie radicale, une idéologie qui est totalitaire. C'est celle du wahhabisme. Oui, elle a été beaucoup mise en cause par rapport au terrorisme international. Absolument, mais je pense qu'il faut le rappeler. Et de l'avis même de théologiens musulmans, c'est certainement la version la plus sectaire, la plus raciste, la plus intolérante de l'islam. Et je crois qu'on peut vraiment dire que le terrorisme islamiste trouve en Arabie Saoudite sa caution idéologique. C'était un mot de Pierre Conessa qui avait écrit un livre remarquable sur le sujet. C'était Dr Saoud et Mr Jihad. Monsieur Conessa. Oui, parce que ce qui est étonnant, c'est que les Saoudiens, d'un autre côté, ils financent aussi la force du G5 Sahel. Et donc contre le terrorisme. Et donc la France, les États-Unis ont beau jeu de dire que l'Arabie Saoudite est un allié dans la guerre contre le terrorisme. Je pense que c'est là qu'il y a cette duplicité du discours. Certainement. Ce soutien au terrorisme, il est reconnu aujourd'hui. Je crois qu'il faut aussi se rappeler ce qu'ont dit certains acteurs de terrain. Il y a 2 ans d'ici, c'était le juge Trévidic qui rappelait que finalement, dire qu'on lutte contre le terrorisme international en serrant la main du roi d'Arabie Saoudite, c'est comme dire qu'on lutte contre le nazisme en invitant Hitler à sa table. C'est également ça qui se passe, absolument ça qui se passe aujourd'hui. Et aux côtés de cette caution idéologique, on peut vraiment dire effectivement que la matrice idéologique du terrorisme islamiste est saoudien, mais à côté de cette dimension idéologique, il y a une dimension matérielle aujourd'hui. D'abord, on peut rappeler, même si ça date déjà, que sur les 19 terroristes des attentats du 11 septembre, 15 étaient saoudiens. Et les documents révélés il y a peu de temps montrent quand même que ces gens ont eu des liens avec les diplomates saoudiens et autres. Luc, moi, ce que je vous disais, c'était que les Saoudiens finançaient la force du G5 Sahel, c'est-à-dire les États du Sahel qui se battent contre les terroristes, voilà, à hauteur de 100 millions d'euros, autant que les Européens. Alors, est-ce qu'il faudrait que les Européens financent tout seuls, finalement, cette lutte contre le terrorisme ? Ce qu'on constate, c'est que effectivement, c'est le discours de l'Arabie Saoudite qui finance cette force, mais qui, dans un même temps, arme très clairement Daesh, l'État islamiste aussi. Et là, on a des éléments très récents. Justement, parce que parlons de toutes ces armes qui arrivent en Arabie Saoudite. Est-ce qu'elles restent en Arabie Saoudite ? Non, elle n'y reste pas. Alors, c'est très difficile aussi à prouver et pouvoir faire les enquêtes sur le terrain, mais il y a une enquête toute récente qui a été faite par un centre de recherche qui est le Control Armament Research, qui est un centre qui est basé à Londres, mais qui est une antenne à Bruxelles, d'ailleurs, dans nos locaux aussi. Il y a quelqu'un qui collabore régulièrement, qui a révélé que, par l'intermédiaire de l'Arabie Saoudite, Daesh a vu mettre la main sur des quantités phénoménales de munitions, d'armes légères en particulier, et qui provenaient d'Europe, et qui étaient des commandes qui avaient été passées par des agents saoudiens, essentiellement à 2 capitales européennes qui sont Belgrade et Sarajevo, quand même inquiétant, un État membre et un État candidat, et que par ce biais, Daesh a pu notamment acquérir plus de 2 millions de munitions des 7,62, c'est-à-dire celles utilisées par les snipers de Daesh, à Tikrit notamment, et des quantités tout aussi importantes d'armes légères de petit calibre. Ce qui veut dire que oui, aujourd'hui, on commence effectivement à avoir des éléments tangibles pour démontrer que ces armes qui sont exportées vers l'Arabie Saoudite n'y restent pas nécessairement, et par des canaux qui restent effectivement à dénoncer et à mettre à jour, finalement se retrouvent à un moment donné ou l'autre entre les mains de Daesh. Donc il y a cette duplicité du discours. La réponse à votre question, je ne l'ai pas. Ce que doit faire l'Europe par rapport à ça, mais Daesh, effectivement, l'Arabie
l'Arabie Saoudite, joue sur les deux tableaux, c'est très clair. Pourtant, il semble qu'il y ait quand même normalement un contrôle et puis une exigence de non-réexportation des armes qui sont vendues. Et apparemment, ce n'est pas le cas, et même des fois de façon légale, puisque la France, justement, a exempté un certain nombre de pays de ce type de contrat, dont l'Arabie Saoudite. Dont l'Arabie Saoudite, vous faites bien de le rappeler, effectivement. Alors, la clause de non-réexportation, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile de faire respecter. Et d'où, excusez-moi si j'insiste encore sur cette problématique armes légères, mais elle est fondamentale parce que ce sont elles qui tuent le plus finalement au quotidien dans les conflits contemporains. Mais on a pu voir, il y a quelques années encore, au moment du soulèvement en Libye, on a vu réapparaître sur le théâtre libyen des armes belges, encore une fois, qui avaient été exportées tout à fait légalement au Qatar 10, 20 ou 30 ans plus tôt. Et donc, effectivement, il y a une obligation qui prévoit effectivement que lorsqu'un État souhaite réexporter un matériel qu'il a acquis de la France, de la Belgique ou d'un autre pays européen, il faut l'autorisation du pays de départ. C'est une clause qu'il est extrêmement difficile de faire respecter. On vient de voir, pour progresser dans cet entretien, on vient de voir donc, le président américain parler sans complexe de ce que rapportait aux États-Unis ce commerce d'armes. Je voudrais rappeler qu'en France, c'est 200 000 emplois, c'est 4 000 PME qui travaillent dans ce secteur, 5 grands groupes industriels. Alors justement, est-ce que le poids de cette industrie dans l'économie est quelque chose de déterminant dans la façon dont on commerce ? Il est déterminant. Et ce qui a pour conséquence que c'est difficile de changer les choses du jour au lendemain et à très court terme. C'est incontestable que l'industrie de l'armement pèse énormément d'emplois dans tous les pays européens. Dans les pays européens en plus, et en France notamment, pour que les équipements de nos propres forces armées puissent être acquis à des coûts acceptables, on a besoin de ces marchés d'exportation malheureusement. Maintenant, là aussi, il y a toute une série de mythes autour de l'effet prétendument positif de la production d'armement pour l'économie dans son ensemble. Aussi en matière de création d'emplois, là, il y a aussi des études qui ont pu démontrer que pour 1 milliard investi dans ce secteur était bien moins générateur d'emplois que d'autres secteurs, que ce soit l'environnement, que ce soit la santé, que ce soit d'autres secteurs de l'industrie. Donc ce n'est pas un secteur qui était aussi performant que ça en termes de génération d'emplois, certainement. Mais est-ce que, par exemple, la particularité de la France, qui fabrique elle-même pratiquement la totalité de son armement, cette autonomie stratégique, est-ce que c'est cela qui nous contraint à cette exportation et à faire de nous, en quelque sorte, le 3e producteur d'armement au monde ? C'est un fait, oui. Oui, c'est l'autonomie stratégique. Malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. Et là, c'est tout cela qui nous différencie effectivement du marché américain, où les États-Unis ne sont pas devant sans pour autant être plus vertueux, évidemment, en matière d'exportation d'armement, mais non, évidemment pas une industrie aussi dépendante que la nôtre en matière d'exportation, parce que, effectivement, le marché américain, les besoins des forces armées américaines est en soi suffisamment déjà important que pour permettre les entreprises américaines d'atteindre un certain seuil de rentabilité. Ce n'est pas le cas du tout, on le voit notamment avec l'avion Rafale. Luc Mampey, lorsque vous avez été auditionné par l'Assemblée nationale, vous plaidez pour un meilleur contrôle parlementaire. Et ce qu'on voit, c'est qu'aux États-Unis, le Congrès est très puissant. Il a ce contrôle parlementaire sur les exportations d'armes. Et les États-Unis sont en tête. Alors où est la solution ? Est-ce que s'il y avait un meilleur contrôle parlementaire en France, vous pensez que ça aurait une incidence sur la proportion des armes exportées par la France ? C'est toujours le même débat. Je pense qu'il faut un contrôle parlementaire de toute manière. Il y a un contrôle parlementaire aux États-Unis, mais qui est loin d'être parfait aussi. Mais c'est vrai qu'au-delà, à partir d'un certain montant, il faut l'accord du Congrès américain pour pouvoir exporter les armements. En France, on voit, dans la plupart des pays européens, le contrôle parlementaire est réduit à sa plus simple expression. Je veux dire, on n'a pratiquement pas de contrôle parlementaire. Il y en a en Suède, un peu en Allemagne ? Il y en a plus en Suède.
il n'y a aucun pays où réellement le Parlement a un pouvoir a priori. Avant l'octroi des licences. C'est généralement un contrôle a posteriori. Parce qu'en France, c'est l'État qui donne les licences d'exportation. Voilà. Sauf effectivement en Suède, où effectivement là, le Parlement a dans certains cas son mot à dire en matière d'octroi des licences d'exportation. Donc en fait, il y a des parlements qui peuvent agir sur la suspension des licences. Ou l'attribution même. Ça, il y a eu... oui, effectivement, suspendre des licences après qu'elles aient été octroyées. Mais là, on le voit, mais c'est aussi parfois le résultat d'actions justice qui sont menées par des ONG, par des collectifs. On l'a vu en Belgique, on l'a vu dans quelques autres pays, où finalement, on a introduit des recours auprès du Conseil d'État ou d'autres instances. Le temps que la procédure suive son cours, les exportations, l'armement a été expédié depuis bien longtemps. Donc effectivement, on n'a pratiquement aucun recours une fois que la décision a été prise. Maintenant, est-ce qu'un contrôle parlementaire accru changerait fondamentalement la nature de l'exportation ? C'est pas certain, évidemment, mais c'est quand même le rôle du Parlement de veiller effectivement à ce que nous respections les règles, les codes, les lois que nous nous sommes nous-mêmes imposées. On en revient à la position commune en particulier, qui est une des dispositions qui s'appliquent de manière uniforme et de la même manière à tous les États membres de l'Union européenne. Le ministère des Armées, puisqu'on parle du Parlement, transmet chaque année un document, un rapport sur le commerce des armes au Parlement. Mais c'est un rapport, on pourrait dire, très, très large et où il n'y a pas beaucoup de détails. Qu'est-ce que vous pensez-vous de ce rapport tel qu'il est transmis en l'état ? Mais là, on l'avait fait en comparant aussi la situation dans tous les pays européens. La situation n'est satisfaisante nulle part, sauf peut-être les Pays-Bas, qui sont un peu plus vertueux, si je puis dire, dans ce domaine. Ce sont des rapports qui remplissent les obligations de la position commune, qui donnent les informations qui doivent s'y trouver. Et encore une fois, rappelons-nous qu'il y a 20 ans, nous ne connaissions rien du tout de tout cela. Aujourd'hui, on sait... Un début de transparence, mais il n'y a pas beaucoup de détails. On ne sait pas quel type d'armement est livré. On sait quel type d'armement par catégorie ML, c'est-à-dire ça se réfère à une liste militaire commune de l'Union européenne où les armements sont... Mais dans le détail ? Mais on sait que du ML1, ce sont les armes légères. On sait que le ML3, ce sont les munitions. Au-delà, on n'en sait pas beaucoup plus. Mais on ne sait pas précisément à qui c'est livré dans le pays. On sait à quel pays. On ne sait pas nécessairement. Là, ça dépend très fort des États. Certains pays sont beaucoup plus transparents que d'autres, disent voilà, ça a été livré à telle force gouvernementale ou ça a été livré à une entreprise privée. Ça, c'est important parce qu'on va regarder, écouter, si vous voulez bien, un membre d'Amnesty International qui parle de matériel français qui a été livré à l'Égypte. On est au moment de l'anniversaire de la révolution égyptienne et il y a des mouvements de foule et il y a un recours excessif à la force qui est mis en œuvre. Et là, notamment, on voit ici un véhicule français. Et on voit donc ici des fusils passer au travers de meurtrières. On voit un certain nombre d'éléments caractéristiques du véhicule avec les fenêtres, la façon dont elles sont dessinées, la porte, la façon dont elle est construite, les meurtrières ici présentes. Les policiers à l'intérieur sont en train de tirer sur la foule, vous voyez, qui est en train de se disperser. Donc, aujourd'hui, voir des engins continuer à être utilisés de manière répressive est pour nous un signal d'alerte consistant à dire arrêtez de fournir des véhicules blindés. Vous savez très bien que ces véhicules blindés, aujourd'hui, sont utilisés en dehors des règles du droit international. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas les vendre. Alors l'Égypte, je rappelle, a une situation des droits de l'homme aujourd'hui très compliquée, avec bon nombre d'arrestations, la torture, etc. Là, on a vu donc l'utilisation de matériel militaire qui peut être utilisé pour réprimer des mouvements au sein même des pays. Et ce qui est intéressant avec l'Égypte aussi, c'est qu'il y a eu une résolution, en tout cas un avis d'embargo de l'Union européenne. Et en fait, l'Égypte fait partie des principaux clients de la France. C'est-à-dire que cet embargo lui-même n'est pas respecté. Absolument. On parlait là, tout à l'heure de traité sans sanction. Aujourd'hui, il y a des embargos qui sont décidés, mais qui ne sont toujours pas respectés. Oui, mais d'abord, il faut saluer l'excellent travail de mon ami Émeric et d'Amnesty International France, qui démontre qu'effectivement, les armes qu'on exporte, elles servent. Elles servent réellement à la répression. Et pas seulement dans des conflits interrégionaux. Et pas seulement, effectivement, elles servent à la répression des populations locales aussi. Et
Oui, il y a l'Égypte, il y a la Chine. Je soulignais aussi que... Oui, depuis Tiananmen, il y a un embargo sur... Effectivement. Et lorsqu'on voit le rapport du gouvernement au Parlement, effectivement, ce sont l'Inde, l'Arabie saoudite, l'Égypte qui sont les principaux clients. Mais lorsqu'on regarde les transferts d'armement dans leur ensemble, tel que le fait le CIPRI, qui est le Stockholm International Peace Research Institute, qui est une référence incontestée et internationale dans le domaine, qui lui prend compte de l'ensemble des transferts de capacités et de technologies militaires, y compris tout ce qui est produit sous licence dans les pays de destination. Là, on s'aperçoit que les 2 premiers partenaires de la France, c'est effectivement l'Égypte, mais aussi la Chine, qui sont 2 pays sur lesquels, je pense que beaucoup de monde l'a oublié aujourd'hui, sur lesquels pèse toujours un embargo de l'Union européenne. Il y a un autre pays sur lequel pèse un embargo, c'est la République centrafricaine. Et le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, vient d'annoncer que la France vendrait des armes en Centrafrique. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout en sachant en même temps que la Russie avait aussi vendu des armes pendant cet embargo, et avec une autorisation de l'ONU d'ailleurs. Oui, je ne connais pas le cas de la Centrafrique et du Congo en particulier, mais effectivement, les violations d'embargo sont assez fréquentes. Mais là, c'est une levée. Il y a une dérogation ou il y a une levée de l'embargo pour ce... Non, ce sont des embargos qui sont peut-être très lâches, mais les termes des décisions du Conseil européen de 89 pour la Chine, 2013, bien plus récent pour l'Égypte, sont très clairs. C'est que le Conseil appelle les États à suspendre les exportations d'armement vers ces 2 pays. Et en dépit de cela, on continue. C'est pour ça que je disais très clairement, nos chefs d'État transgressent les règles. Luc Pimpey, si on prend le cas de la RCA, de la République centrafricaine, on forme l'armée depuis qu'il y a eu cette transition, qu'il y a eu des élections en Centrafrique, on forme l'armée. Elle n'a pas d'armes. Ça fait 4 ans que les autorités de transition demandent des armes. Il y a des armes partout en Centrafrique. Tous les groupes, les milices sont armés et pas les autorités. Est-ce qu'il y a une logique Est-ce que dans ces cas-là, on ne peut pas comprendre qu'après avoir formé les militaires, eux puissent être équipés ? Mais certainement, encore une fois, je ne connais pas la situation en Centrafrique pour pouvoir vous répondre de manière précise, mais alors qu'on change les règles. Il dit, mais aussi longtemps qu'il y a un embargo, l'embargo doit être respecté. Ici, les cas que je vous donne, on parle d'embargo européen. Ce ne sont pas des règles qui nous sont en plus imposées par les États-Unis, par les Nations Unies ou d'autres instances. Ce sont des embargos qui ont été décidés par le Conseil européen et en dépit de cela, on ne les respecte pas. Mais alors, qui respecte au niveau européen ces embargos ? La Belgique ? Je ne pense pas qu'on vante massivement à la Chine, ni même à l'Égypte. Je pense qu'ici, on a... Mais vous savez, vous, quel pays respecte les embargos ? Puisque la France, apparemment, le contourne pour l'Égypte, le contourne pour la Chine avec des licences et donc la fabrication en Chine elle-même. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont dans ces cas-là ? Il faudrait regarder les chiffres, les rapports du COARM. Ces chiffres sont publics. C'est clair que la France n'est pas la seule à, malgré tout, se permettre d'exporter des équipements vers la Chine ou l'Égypte. Il y a d'autres pays européens. Donc il y a un problème de fond. Est-ce qu'on est dans une surenchère, une course aussi aux armements en Afrique, avec le fait que les Russes soient de plus en plus présents? Ils ont envoyé des conseillers militaires, des instructeurs justement en Centrafrique, et c'est justement à ce moment-là qu'on apprend que la France finalement livrait des armes. Est-ce que c'est un effet de concurrence, de course? Mais on observe la relance d'une forme de course aux armements. Très, très clairement. En tout cas, tout ce que j'appelle l'arc oriental, mais tout le Moyen-Orient et tout le sud-est de l'Asie, certainement. L'Afrique aussi. Je me suis dit, lorsqu'on voit les chiffres d'exportation vers l'Afrique, ça reste quand même des quantités relativement modestes au regard de ce qu'on exporte vers le Moyen-Orient ou vers l'Asie du Sud-Est, dont on parle peu, mais qui est un réel problème aussi. Et comment est-ce que vous expliquez que les refus d'exportation d'armes en fait, concerne beaucoup plus les pays d'Asie centrale, d'Asie, que le Moyen-Orient. Il y a je crois que c'est 40%, non, 64% Asie centrale et Asie du Sud, et à peine 6% de refus d'exportation au Proche-Orient. Oui,
Qu'est-ce qui explique? Le Proche-Orient, encore une fois, lorsqu'on parle Proche-Orient, on en revient toujours aux mêmes acteurs. C'est d'abord l'Arabie saoudite, puis effectivement Qatar, Émirats arabes, qui sont effectivement loin aussi d'être des modèles en termes de démocratie, de respect des droits humains. Mais la réalité, c'est que, effectivement, on a besoin de leurs commandes d'armement. Eux ont l'argent, eux ont les moyens. On a besoin de leurs commandes d'armement, effectivement, pour satisfaire les besoins de nos grands groupes industriels, que ce soit Airbus, Thales, MBDA, etc. On a besoin des investissements réciproques, parce qu'il est clair que ces commandes d'armement sont liées aussi, je ne connais pas la balance commerciale de la France, en particulier avec l'Arabie saoudite, mais sont liées à d'autres contrats, à d'autres transactions commerciales importantes dans d'autres secteurs d'activité. Oui, qui ne concernent pas que le commerce d'armes, d'ailleurs. Qui ne sont pas du tout que le commerce d'armes. Et puis, évidemment, on est tout simplement addict à leur pétrole aussi. Et je pense qu'effectivement, que vis-à-vis de l'Arabie saoudite, ça risque, au contraire, de s'accentuer à venir, surtout que, rappelons que c'est quand même aujourd'hui qu'entrent en vigueur les nouvelles sanctions américaines sur l'Iran et qui auront inévitablement aussi un impact sur l'approvisionnement de pétrole depuis l'Iran. Monsieur Mampé, on l'a beaucoup vu là dans cet entretien, les contrats d'armement, c'est beaucoup d'argent. Hein. Et il y a eu des affaires qui sont sorties sur ces contrats, des affaires de malversation, de corruption, d'enrichissement personnel, de rétrocommission et financement de partis politiques. Est-ce que ça continue? Alors, je crains que ça continue. Oui, alors les affaires, évidemment, je pense qu'il y en aura encore. En France, on a parlé de ça au moment de l'affaire des attentats de Karachi, il y a eu les frégates de Taïwan. Il y a eu la Malais sous-marin en Malaisie. Je veux dire que là aussi, il y a quand même des données qui sont révélatrices. Il y a un travail extrêmement intéressant qui a été fait par une série de chercheurs, dont des chercheurs du CIPRI que je citais, qui montraient tout de même que de l'ordre de 40% des affaires de corruption dans le commerce international étaient liées à des marchés de l'armement. Il y a d'ailleurs un site internet assez bien fait pour montrer effectivement... oui, d'accord. Un sur deux. Parce que 40%, c'est... Oui, pratiquement. Ce sont essentiellement les marchés de l'armement. Et bon, là, effectivement, c'est sans surprise la France, l'Allemagne, l'Italie, qui sont les pays qui sont les plus souvent concernés par ces affaires de corruption. Est-ce que c'est parce qu'il y a ce fameux secret défense qui est souvent accompagne ces contrats quand on veut en savoir... Oui, il y a ça. Il y a plusieurs facteurs. D'abord, c'est pas une révélation qu'on fait là. La corruption sur les marchés d'armement, c'est quelque chose qui était déjà dénoncé au tout début du XXe siècle par des socio-économistes comme Thorsten Veblen aux États-Unis, qui montraient bien effectivement cette caractéristique des marchés de l'armement. On est revenu là-dessus avec les travaux de Mills, qui montraient très bien que ce sont des marchés où s'exprime toute la collusion entre les élites du pouvoir, le politique, le militaire, l'industrie, ce que Mills appelait le triangle des pouvoirs, ce qu'après Galbraith dénonçait l'absence de contre-pouvoir, effectivement, l'absence de contrôle parlementaire, souvent sur ces marchés-là. Mais les raisons de cette corruption, c'est effectivement d'abord que ce sont des contrats qui mettent en jeu des montants faramineux et qui sont évidemment propices à l'enrichissement personnel. Il y a de nouveau le problème de l'absence ou de l'insuffisance du contrôle parlementaire, où les contrats d'armement, ce sont quand même bien des contrats qui portent, ce sont des dépenses publiques. On oublie. Or, la corruption, les malversations, effectivement, non seulement ça engendre des distorsions de concurrence, mais ça pèse aussi sur le prix final des contrats. Donc, il y a l'absence de contrôle parlementaire. C'est aussi un secteur stratégique, évidemment. Donc, on n'y touche pas. Il est un peu privilégié. Et puis, il y a ce secret défense, effectivement, qui est souvent une chape de plomb, il faut bien le dire, pour dissimuler toutes les malversations et corruptions dans ce secteur. Ce qui a été mis en lumière d'une affaire à l'autre, que ce soit du côté des frégates de Taïwan ou de Karachi, et même de la fourniture des chars Leclerc aux Émirats arabes unis, c'est que les rétrocommissions, finalement, elles vont dans les caisses des partis politiques. Finalement, c'est là que ça se retrouve en bout de course. Alors, est-ce que c'est de ce côté-là, c'est du côté de la surveillance des comptes des partis politiques qu'on pourrait arriver à mettre un frein à ce genre de pratique ? Oui, mais je pense que là, on a quand même peut-être fait un petit effort tout de même. C'est vrai que le financement des partis politiques est souvent lié, disons,
disons-le dans l'autre sens. C'est que les corruptions d'armement, effectivement, ont souvent des relais au niveau politique, au niveau du financement des partis. On l'a vu en Belgique aussi avec l'affaire des hélicoptères à Gousta et le financement du Parti socialiste en Belgique. Alors, contrôler les comptes des partis, oui, mais je pense que c'est surtout un contrôle parlementaire plus important sur les commandes d'armement et sur le respect des procédures. Et de même, je ne peux pas m'empêcher de l'évoquer ici, mais vous savez qu'en Belgique, il y a ce débat, on vient de trancher sur le remplacement des avions de chasse F-16. Oui, alors remplacé par des avions de chasse américains, et ça a provoqué d'ailleurs un petit agacement du président français. Ça, c'est très regrettable. Un agacement, oui, effectivement. Sur la construction de la défense européenne, parce que... Rappelons tout de même que cette procédure en Belgique avait été faite dans le cadre d'un marché public absolument transparent, même si peut-être on peut dire que les dés étaient pipés d'avance et que le choix du F-35 était de facto déjà fait. En tout cas, la procédure était claire. Un marché public avec un cahier des charges accessible à tout un chacun. Et on observe que là aussi, la France regrette aujourd'hui de ne pas avoir pu vendre le Rafale ou qu'on n'ait pas choisi un avion européen, mais la France a délibérément choisi de snobber finalement cette procédure transparente et de venir avec un accord de gouvernement à gouvernement, et cela de manière très peu transparente et en dehors de toutes les procédures établies. Donc je pense que là, c'est un très mauvais signal. Alors, il nous reste 3 minutes, oui. Alain Non, juste, est-ce qu'on peut vraiment construire une défense européenne sans industrie européenne de défense ? Il faut une industrie de défense européenne. Et je regrette effectivement le choix belge en matière d'avions de chasse. Je pense qu'il faut privilégier une autonomie stratégique de l'Union européenne. En dépit de tout ce qui se passe et de tous ces éléments très choquants en matière de commerce des armes, je reste malgré tout un ardent partisan d'une Europe fédérale. Je reste un fédéraliste européen. Je pense qu'effectivement, l'Europe doit se construire aussi dans le domaine de la défense. Et que, in fine, toutes ces questions d'octroi de licence d'exportation doivent aussi devenir une compétence européenne un jour ou l'autre. Alors, il nous reste 2 minutes pour évoquer un dernier point. C'est l'organisation à Paris dimanche prochain, à l'occasion de la commémoration du centenaire de l'armistice de la Première Guerre. Il y a un forum de Paris pour la paix qui est organisé. Il y aura près de 70 dirigeants du monde entier. Vladimir Poutine y participera, Donald Trump aussi. C'est une initiative qui vous réjouit, c'est l'organisation de ce forum de Paris pour la paix? Je pense que c'est en soi une très bonne initiative. Je ne vous cache pas que nous sommes un petit peu dubitatifs tout de même et que nous attendons de voir. L'initiative est très bonne. Je pense qu'elle a pour objectif de réunir un très grand nombre d'acteurs de tous horizons, des industries, des gouvernements, des grandes fondations françaises ou étrangères sur les questions de paix, de sécurité, d'environnement. Ce que je regrette, c'est que la société civile, les plus petites ONG, tous ces mouvements qui ont contribué à construire quelque part le droit international humanitaire au fil des ans, sont finalement très très peu représentés parmi les projets qui ont été finalement sélectionnés. Et les Saoudiens, vous estimez qu'ils devraient être de la partie? Il faut discuter avec eux à cette occasion-là? Ou est-ce que, je pense dans les circonstances actuelles... Par rapport à l'Arabie saoudite, on a dépassé très clairement un seuil. C'est un pays avec lequel je pense qu'il est difficile d'encore discuter aujourd'hui. Les dernières affaires ont révélé la nature, je crois, profondément criminelle de ce régime. Et je pense qu'il faut effectivement cesser les relations, en tout cas continuer à faire pression pour que les choses changent. C'est sur cette actualité que nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Luc Mampé, d'être venu jusqu'à nous ici sur ce plateau de TV5 Monde pour répondre à nos questions, celles de Sophie Malibaud de RFI et d'Alain Salle du journal Le Monde. Merci à vous tous pour votre fidélité, à Carla Boy pour la préparation de cette émission et Philippe Sommet, notre réalisateur. Pas d'émission la semaine prochaine en raison des retransmissions des cérémonies commémorant le centenaire de l'armistice du 11 novembre. On se retrouve donc dans 15 jours. À très vite.